Salut, petite vidéo de présentation du jour 3 des rencontres Palach du Bugarage ce samedi 28, consacrée à la science et à la spiritualité. À 10 heures ce matin-là, c'est Marie-Christine de Barry qui nous proposera un atelier sur le nombre d'or. Alors Marie-Christine était ingénieure, elle est férue d'architecture et de géométrie sacrée et elle se proposera, corde à nœud, équerre et compas à l'appui, de nous expliquer ce qu'est le nombre d'or, comment il fonctionne et comment le retrouver partout, dans le corps, dans le mien, dans le vôtre, dans l'écran qui nous sépare, partout dans le monde, et comment s'en servir afin de mieux nous connaître et de mieux fonctionner. Manière aussi de faire le lien avec le mystère de Rennes-le-Château, puisque cette combinaison 1-618 est omniprésente dans ce mystère, à commencer par le fameux Pax 681 du grand parchemin, ainsi que dans moult mentions sculptées dans des pierres dans la région, que ce soit des linteaux de porte, comme le linteau de l'ancien presbytère de l'église à Bugarache, ou le linteau d'une porte d'une maison là-haut au hameau du Linas, 1681, 1686, ou sur une croix aussi, à la sortie de Rouvenac, enfin, entre autres. Voilà, manière de dire à quel point la combinaison Boré 1-618 est essentielle à la compréhension non seulement de ce mystère, mais aussi de qui nous sommes. À 14 heures, c'est une chercheuse indépendante de la région d'Antugnac, Myriam Duquesne, qui devait prendre la parole. Elle a choisi de se désister pour d'excellentes raisons qui ne regardent qu'elle. Myriam vient de sortir ce superbe témoignage en images, l'ode à l'eau de l'Aude, voilà, auquel je suis ravi d'avoir pu apposer le logo de ma marque éditoriale. Myriam est une photographe professionnelle qui est à ma connaissance la seule au monde non seulement à poursuivre mais à approfondir le travail d'un Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau, là où Emoto pour le coup illustrait la rétroaction de l'intention humaine, de la psyché humaine à travers des mentions écrites ou orales qui modifiaient la structure moléculaire de l'eau, invisible à travers ces fameux cristaux d'eau que Masaru Emoto photographiait congelés, mais Myriam pour le coup photographie l'eau, elle, en direct, avec des percussions de gouttes d'eau au millionième de seconde qui transcrivent, qui restituent en direct, en temps réel, l'état dans lequel elle est au moment de déclencher son image. Donc c'est là une illustration hallucinante, magnifique, du fameux principe d'intrication quantique. Voilà, donc elle explique, voilà, page par page, photo après photo, dans quel état elle est quand elle fait la photo, et puis pour le coup le résultat qu'elle obtient, et puis ce que veut lui dire l'eau, quand elle lui sort des formes comme celle-ci. Voilà, c'est superbe, c'est très bien écrit en plus, et donc si Myriam ne pourra pas être là ce samedi, néanmoins elle existe sur internet, elle a une page Facebook, Myriam Duquesne, c'est facile à trouver, et très franchement ça vaut le détour. À 16 heures, c'est une autre chercheuse indépendante de la région, elle est à Esperaza, elle, Christelle Lissy, qui interviendra pour nous présenter sa fleur de l'unité, qui succède, dit-elle, à la fleur de vie. Alors autant la fleur de vie de Drinvalo Melchizedek, moi m'avait retourné la gueule quand je me suis penché dessus, puis quand j'ai tracé mes 7 petits cercles de manière à obtenir cette merveilleuse rosace à 6 pétales là. Autant la fleur d'unité se base sur un process géométrique un peu plus complexe et un peu plus vaste, donc je laisserai le soin à Christelle d'expliquer pourquoi et comment. Je me contenterai de vous citer l'une des petites vérités évidentes qu'elle nous restitue à sa façon, puisque ce texte est avant tout un témoignage, c'est un récit, encore une fois on ne parle que de ce que l'on connaît. Donc Christelle témoigne, elle raconte, alors on en fait ce qu'on en veut, peu importe, mais perso, je trouve que quand elle dit que les principales blessures que porte l'ADN humain sont l'abandon, la trahison, la culpabilité, elle a juste putain de raison. Je suis d'accord, j'achète et j'assume. L'abandon, dit-elle, ressenti par le principe masculin, la peur d'être abandonné, donc par le principe féminin, par sa maman, sa femme, sa maîtresse, sa meilleure amie, sa sœur. La trahison, ressentie par le principe féminin,
hein, la peur d'être trahi par le masculin, son père, son mari, son amant, son meilleur ami, son frère, et dans les deux cas la culpabilité de dingue qui en découle. Et il est bien vrai, encore une fois, cela peut sembler une banalité vulgairement New Age, une lapalissade, une porte ouverte enfoncée à grands coups d'épaule, mais cependant c'est vrai, c'est tellement vrai que quand on commence à s'affronter pour de bon, hein, parce qu'avant d'en finir avec ça, il y en a quand même pour un temps, mais quand on commence à s'affronter pour de bon à ces idées de trahison, d'abandon et de culpabilité, eh bien oui, on commence pour de bon à vivre. Et ça, Christelle, elle le montre bien. Ensuite, à 18h, c'est Jocelyn Morisson qui prendra la parole. Ce bon Joss qui a sorti au début de l'année ce superbe texte de synthèse qui fait le bilan pour sa part de 20 à 30 années de recherche sur les états modifiés de conscience, les expériences de mort imminente, et qui fait le tour d'une question encore une fois très vaste, mais lui il le fait de manière, alors là cette fois-ci très yang, hein, très masculine, très rationnelle, mais c'est néanmoins très bien fait, très précis, et encore une fois incontournable. L'un des passages qui m'a le plus frappé, c'est quand il nous dit que c'est bien de cela qu'il s'agit pour le coup à propos de violence. La violence à l'œuvre dans ce monde, qui est le fruit de notre violence intérieure. Ça c'est bien vrai. Notre violence intérieure qui ne résulte que de nos besoins insatisfaits, non écoutés, non pris en compte, réprimés, refoulés, et qui dérive soit en dépression, soit en agression, hein, que ce soit en hypo ou en hyper, mais toute forme de violence, qu'elle soit retournée contre soi ou retournée ou exercée face aux autres, ne provient que de nos besoins non satisfaits, hein, des besoins vitaux, primaires, animaux, enfantins, mais auxquels nous n'avons pas su répondre, et qui expliquent tout le bordel, tout le malheur et toute la souffrance de ce monde. Hein, Marshall Rosenberg disait que les besoins sont la vie qui s'exprime, et que les besoins, hein, quels qu'ils soient, sont bien plus proches de la vérité que n'importe quel jugement que nous puissions avoir sur nous-mêmes. Se mettre à l'écoute, nous dit Jocelyn, se mettre à l'écoute de nos besoins afin d'y répondre. Et donc là, condition sine qua non du bien-être et de relations à peu près équilibrées et saines, mais et aussi avant tout de la moindre tentative de connaissance de soi. Hein, la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, par exemple, hein, la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, en analogie avec les chakras du bas, la survie, la sécurité, le confort, l'appartenance, la reconnaissance. Tant que ces notions-là ne sont pas prises en compte et satisfaites, ben on en reste à un état larvaire, animal, de violence exercée envers soi-même, de violence exercée envers les autres, mais de violence tout court. Ce qui fait que voilà, nous ne devenons pas humains ni adultes tant que nos besoins de base ne sont pas pris en compte. Voilà, c'est l'un des mérites de son texte que de mettre en lumière ces notions qui paraissent encore une fois tellement banales, mais sans la prise en compte desquelles, encore une fois, nous ne pourrons pas nous en sortir. Voilà. Je vous remercie. À jeudi.